Savoir accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Devenir un expert opérationnel. Structurer un programme d'accompagnement. Former les entrepreneurs aux outils stratégiques basiques. Je m'appelle Thomas Guillon et j'ai le plaisir de vous faire cette formation sur les outils qui sont utilisés pour accompagner les entrepreneurs. Donc ce sont des outils que j'ai pu utiliser depuis longtemps, sur une quinzaine d'années avec énormément d'entrepreneurs différents. Ce sont des outils du coup qui sont assez éprouvés, qui sont tout terrain. Je vous ai choisi, je vous ai fait une petite sélection des outils qui étaient les plus utilisés, les plus courants. Je sais que vous en connaissez déjà beaucoup, que vous les pratiquez parfois depuis longtemps aussi. Ce qu'on va essayer de faire sur ces outils, c'est d'avoir un regard un petit peu critique et d'en souligner parfois les limites ou les précautions d'usage ou les conditions particulières d'utilisation. La formation complète dure environ 90 minutes. Les outils que je vous propose de découvrir sont le plan d'affaires, le canevas de modèle économique. On verra aussi deux méthodes d'évaluation de projet. On verra aussi des trames de présentation éclairs, de pitch, hein. On verra les techniques d'enquête qualitative. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, qui est souvent mal fait. Donc on aura le plaisir de voir un peu en détail comment ça fonctionne. On verra les personas, la courbe de valeur, donc qui est tirée de Stratégie Océan Bleu. Et enfin, les méthodes Lean Startup et l'effectuation. Le plan d'affaires. Donc le plan d'affaires, c'est l'un des outils les plus utilisés, les plus anciens, les plus généralisés dans l'écosystème d'accompagnement à la création d'entreprises. Longtemps, on peut même dire que ça a été pratiquement le seul outil utilisé. Donc quelque part, c'est le roi et l'ancêtre de nos outils. Le plan d'affaires, bon, vous savez tous ce que c'est, j'imagine. Vous le pratiquez souvent pour la plupart d'entre vous. Il s'agit d'un document qui va faire une douzaine ou une vingtaine de pages, qui va présenter de manière assez détaillée le projet et qui va lister de manière assez exhaustive toutes les hypothèses sur lesquelles il se base. Donc dans un business plan ou dans un plan d'affaires, quand on parle français, on va partir de l'idée, on va étudier le marché, on va détailler l'équipe, le projet, on va lister toutes les hypothèses sur lesquelles le projet s'appuie et surtout toutes les ressources qui vont être nécessaires à l'exécution du plan, du projet. Parce que le business plan, en fait, comme c'est un plan, on va le terminer avec les grandes étapes à franchir et puis on va les définir dans le temps. Donc souvent le plan d'affaires va présenter 3, parfois 5 ans, qui sont les 5 prochaines années de développement de la boîte. Le business plan, l'idée c'est que voilà, s'il n'y a pas le marché, si les hypothèses ne sont pas vérifiées, si on n'a pas pu obtenir les ressources, on ne va pas pouvoir faire le projet. Et si tout se passe bien, donc en théorie, si les hypothèses de départ étaient justes, que l'environnement n'a pas trop changé entre-temps, le projet devrait marcher. Donc on verra, puis d'ailleurs vous savez bien que la réalité est quand même assez différente. Qu'est-ce qu'on va mettre dans un plan d'affaires? Dans un plan d'affaires, on va détailler toute une série de rubriques. On va présenter l'équipe, on va détailler les produits et les services proposés. L'idée en général, ici, c'est de ne pas oublier de parler du problème. À quel problème on s'adresse? La trame que je vous fournis là est une trame assez classique. Il y a quelques variations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le business plan, lui, va viser à l'exhaustivité. C'est-à-dire que dans un business plan, on va parler de tout. D'où l'épaisseur parfois du document ou le temps que ça prend pour le faire. On détaille beaucoup le marketing, donc la cible, la clientèle, la concurrence. On explique bien le modèle économique, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent.
On verra les éléments financiers un petit peu plus tard. Et surtout le plan d'action. On va faire ça, puis ça, puis ça, dans tel délai. Et en général, donc en bonne place dans le plan d'affaires, on va trouver tous les éléments financiers du projet. On est dans le prévisionnel, hein, je rappelle. Donc le tableau incontournable, c'est le plan de financement. Donc en général, les endroits où va vous demander systématiquement un plan d'affaires, c'est pour financer l'entreprise, hein. Donc le financier a besoin de savoir ce qui va être fait de l'argent. Donc dans le plan de financement, on va avoir deux colonnes, les besoins et les ressources. Donc là, on a le moins et là le plus. Et l'idée, c'est que le total doit s'équilibrer. On demande autant d'argent qu'on en a besoin. Dans les besoins, on va mettre le... Alors le capital, c'est s'il y a besoin d'un capital minimum pour certaines formes juridiques, hein. Sinon, l'apport en capital de la boîte, on va le trouver en ressources. Vous allez pouvoir mettre les frais de constitution de l'entreprise, éventuellement les frais de bail, les travaux d'aménagement, les investissements matériels, le stock de départ, le besoin en fonds de roulement. Donc le besoin en fonds de roulement, c'est quelque chose qui est assez capital. C'est la différence entre ce que vous allez dépenser chaque mois, entre le moment où vous allez payer vos fournisseurs et le moment où vous allez encaisser. Voilà. Donc si vous payez tout comptant et que vos clients, eux, vous payent à 2 mois, et ben, votre fonds de roulement va représenter ce décalage. En ressources, donc il y a les apports personnels des associés, les subventions et les aides, d'éventuels prêts, prêts d'honneur, et ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir expliquer, voilà, je sais exactement de combien j'ai besoin, et j'ai une idée des ressources que je vais engager pour le financer. Notez que le besoin en fonds de roulement, bah, vous n'êtes pas obligé d'avoir un besoin en fonds de roulement, hein. Certaines activités peuvent générer tout de suite de la trésorerie. Donc ne pas imaginer qu'on ne puisse pas se financer aussi par les clients et le chiffre d'affaires. D'accord? Donc bien équilibré. Au final, c'est quelque chose, le plan de financement qui est assez facile à remplir. Le compte de résultat. Donc le compte de résultat prévisionnel va nous expliquer la mécanique de fonctionnement de l'entreprise. En général, ce sont des prévisions qui sont établies sur 3 ans. On peut tout à fait trouver 5 ans. On est d'accord que plus on va loin dans le temps, moins l'exercice va être fiable. On peut en trouver aussi sur moins, 6 mois, 1 an. 3 ans, c'est voilà, c'est le spectre standard. Ce document, c'est quelque chose qui est très très simple, hein. C'est une somme d'addition et de soustraction qui va nous donner le résultat annuel de l'entreprise. Donc on commence par voilà, ce que gagne l'entreprise. On additionne, ça nous donne le chiffre d'affaires. On va déduire tous les coûts qui sont directement et proportionnellement liés à la production, et ça va nous donner la marge brute. Donc voilà, marge brute, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat brut d'exploitation. Tout ceci, ce sont des seuils intermédiaires de gestion. À quoi servent ces seuils? Eh ben, à comparer avec les autres entreprises qui sont dans le même secteur, dans le même type d'activité. Ça nous donne un peu le score à atteindre et à dépasser. On déduit ensuite tous les coûts fixes. Alors les coûts fixes sur lesquels vont s'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée. Ce qui fait que le seuil ici s'appelle la valeur ajoutée. On va déduire ensuite d'autres frais qui sont liés au salaire, aux charges sociales sur lesquelles ne s'applique pas la taxe sur la valeur ajoutée. Et donc l'ensemble de ces coûts fixes appliqués, il nous reste l'excédent brut d'exploitation. On va déduire ensuite des sommes qui sont mises de côté pour parer à certains événements. Mettons qu'on ait des machines à renouveler de temps en temps, qu'on commence à mettre de côté quelque part l'argent qui va servir à renouveler le parc de machines, ou qu'on ait un risque quelconque à provisionner, voilà, on va mettre cet argent ici.
on va obtenir ainsi le résultat brut d'exploitation. Ensuite, on va ajouter quelques aléas, quelques impôts, voilà, comme au Monopoly, hein, erreur de la banque en votre faveur, vous touchez 1000 dollars, ça va se retrouver dans cette rubrique. Donc, voilà, ce qui va nous donner le résultat courant avant impôt, donc avant quel impôt? L'impôt sur les bénéfices, qu'on va déduire ici. Voilà. Ce qui nous reste, c'est le résultat qui va pouvoir être réparti entre les actionnaires, éventuellement les salariés, ou être utilisé pour financer le développement de l'entreprise et s'ajouter à sa trésorerie. Donc ça, c'est la capacité d'autofinancement. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de tout faire pour que l'entreprise ait un chiffre positif ici. Il est évident que la première année, ce ne sera pas forcément le cas. Et là encore, l'élément qui vous permet de dire si c'est normal ou pas, c'est la comparaison avec les autres entreprises du même secteur. Alors, ce qu'on trouvera assez rarement comme autre élément financier dans un plan d'affaires, ça va être le bilan. Le bilan qui est une photographie de l'état de l'entreprise à un instant T. C'est assez utile pour voir si quelque part il n'y a pas de mauvaise surprise dans l'entreprise, si elle n'est pas trop endettée, s'il n'y a pas des dettes ou des problèmes, des provisions qui datent des exercices antérieurs. Sur une entreprise qui vient de se créer, quand on a le compte de résultat prévisionnel sur les 3 premières années et qu'on a le plan de financement, le bilan n'apporte pas grand-chose. Et surtout, c'est une logique qui est assez particulière, donc le risque est grand d'embrouiller vos entrepreneurs en ajoutant le bilan. Euh, Après, vous faites absolument comme vous voulez, évidemment. Le plan de trésorerie, donc là on a quelque chose qui est très très simple, aussi simple qu'important. C'est tout simplement la différence entre ce qui rentre dans les caisses de l'entreprise et ce qui en sort. Et le but du jeu, c'est d'être voilà, à la fin de chaque mois avec un solde positif. Il est tout à fait possible d'avoir un solde négatif, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez un financement pour boucher le trou et que ce soit intégré au plan de financement. Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut que vous ayez assuré auprès de votre banque que vous ayez un découvert autorisé. Donc, c'est simple, les encaissements moins les décaissements qu'on va ventiler par poste. Il est intéressant de noter que sur le compte de résultat, on n'a pas mis un poste de TVA. Donc le chiffre d'affaires est hors taxe, puisque c'est pas l'activité de l'entreprise, hein. Cette activité de collecte d'impôts, c'est pas son activité. Ici, là, comme on est dans la trésorerie, sur ce qui rentre et ce qui sort très concrètement des caisses, et ben voilà, on va impliquer la TVA. Donc, compte de résultat, chiffre d'affaires hors taxe, plan de trésorerie, toutes taxes comprises. Le plan d'affaires est un outil qui est de plus en plus critiqué. C'est venu petit à petit, ça a commencé au tournant des années 2000, où on a eu les premiers travaux universitaires qui se sont penchés sur la question, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pu trouver aucune corrélation entre le succès d'une entreprise et le fait d'avoir fait un business plan. Ce qui est quand même gênant. On peut citer notamment les travaux d'Amar Bidet et l'excellent The Origin and Evolution of New Businesses, hélas non traduit en français, et les travaux actuels sur l'effectuation, qu'on verra plus tard, vont dans le même sens. Voilà, le business plan est un outil qui n'a pas d'effet vraiment mesurable sur la réussite des entreprises. Il est évident que le business plan, le plan d'affaires, est rarement tenu, que ces résultats sont finalement assez décevants en termes prédictifs, même si quand on a un entrepreneur qui connaît un métier sur lequel il se lance, sur lequel on a de nombreuses données, on peut quand même obtenir des choses assez précises. Mais plus on va avoir un projet innovant, et moins ça va fonctionner.
Certains entrepreneurs sont encore plus radicaux et considèrent que le plan d'affaires n'est pas seulement neutre, mais aussi anti-entrepreneurial. L'idée, c'est que voilà, l'entrepreneur, lui, il est sur le terrain, c'est une question d'instinct, c'est une question d'interaction sociale, euh, c'est une question d'action, pas de planification. Et si on part du principe que les plans ne résistent pas à l'action, c'est peut-être pas la peine d'en faire. D'autres courants universitaires vont insister sur le fait qu'il faut à la fois planifier et être capable de s'adapter une fois sur le terrain. Moi, je dirais que tout va dépendre de la typologie d'entrepreneur que vous avez. C'est un exercice qui peut être un petit peu scolaire et souvent qui est assez superflu. Peut-être que vos entrepreneurs, au lieu de passer de nombreuses semaines et de nombreux jours à faire leur business plan, seraient plus avisés de se lancer sur le terrain, d'enquêter, d'interroger, d'interagir avec les consommateurs et les clients. A l'inverse, certains entrepreneurs ont trouvé que le business plan va leur permettre de poser leurs idées, vont être assez contents d'en faire un. Souvent, ils ont des formations peut-être d'ingénieurs ou plus littéraires ou plus universitaires, et ça va les aider. Donc, mais planifier n'est pas agir. On voit de plus en plus de structures d'accompagnement qui vont de moins en moins utiliser le business plan et se porter vers un autre outil qui est le Canva de modèle économique, qu'on verra plus tard. À vous de voir. Du coup, il y a quand même de bonnes raisons de faire un plan d'affaires. Déjà, la première, c'est que les financeurs peuvent le demander. La deuxième, et c'est ce qui a fait longtemps son succès, c'est que c'est quand même un marqueur du travail qui a été fait et du sérieux du travail qui a été fait par la structure d'accompagnement. Parce que par son côté exhaustif, il montre que voilà, tous les aspects liés au projet, du marketing au financier, ont été suivis, ont été passés en revue. Quelque part, c'est le livrable final. Voilà, le compte, c'est que entreprendre, voilà, c'est pas produire ce type de livrable final. Ce sont deux choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment différentes. Si on devait retenir trois points clés sur le plan d'affaires, on dirait que c'est l'un des outils de base de discussion avec les financeurs, que le plan d'affaires va décrire le projet dans absolument tous ses aspects, qu'il a un petit côté très exhaustif, mais que, hélas, on est bien obligé de reconnaître qu'il n'a pas d'impact direct sur le succès d'une entreprise. Là, nous allons voir la présentation éclair, donc beaucoup plus connue sous son terme anglo-saxon de pitch. La présentation éclair, c'est un exercice qui est maintenant assez convenu, qui est pratiqué par absolument toutes les structures d'accompagnement. Et le but de la présentation éclair, c'est de présenter, d'apprendre, de s'entraîner à présenter en un temps limité son projet. Souvent, les entrepreneurs n'ont pas les idées si claires que ça sur leur projet, et même s'ils pensent le maîtriser ou savoir ce qu'ils font, ils ne sont pas forcément très bons naturellement pour dire bah voilà, je fais ça et l'expliquer. Donc le but de ce type d'entraînement ou du type de trame à la présentation éclair que je vais vous proposer, c'est de les rendre un petit peu plus dégourdis dans cet exercice. Donc le but d'une présentation éclair ou pitch n'est pas de tout dire, mais de provoquer l'intérêt. L'idée, c'est de pouvoir donner envie aux gens qui l'écoutent de vouloir en savoir plus. Donc le but final de la présentation éclair, c'est d'obtenir un entretien plus long. La trame que je vais vous donner, c'est celle qui est proposée par Guy Kawasaki. C'est une trame qui utilise la règle des 10, 20, 30. Donc 10 diapositives, donc en général on fait ça sous PowerPoint, 20 minutes de présentation, et 30 points, ça c'est la taille des caractères. Vous verrez que vous avez bien remarqué que je ne suis pas les règles de Kawasaki dans mes présentations. Le fait d'avoir une présentation normée quelque part, c'est là encore, c'est une liste de vérification qui permet de voir qu'on n'a pas oublié un point important.
Le fait d'avoir tous la même trame, ça veut dire que vous aurez tous la même présentation et que les entrepreneurs ne vont pas forcément sortir du lot. Donc l'idée de cet outil, c'est de le dépasser, hein. C'est de pas rester dessus et de pouvoir arriver à maîtriser suffisamment la chose pour faire différemment. On va dire que la présentation éclair selon Guy Kawasaki, voilà, c'est une base qui est une base à dépasser. Si on a 10 diapositives, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, d'après cette trame, sur la première, on va mettre le titre, le nom et les informations de contact. Ça a l'air évident comme ça, mais le nombre de présentations qui circulent où les informations de contact ne sont pas dessus est finalement assez important. Donc, ne soyez pas ballot, pensez bien à mettre le nom et les informations de contact. Si cette présentation circule sous sa forme de diapositive, ce serait quand même dommage que ça devienne compliqué de vous joindre derrière. On décrit ensuite le problème, voilà. Quel est le problème qu'on résout? C'est la partie la plus importante peut-être de la présentation. Il faut que ce soit un vrai problème, quelque chose qui soit vraiment douloureux pour les gens s'ils ne le résolvent pas. Et typiquement, le meilleur type de problème, c'est celui qui reste mal résolu par les autres solutions. Ça va vous permettre de briller sur la troisième diapositive en décrivant votre solution. Inutile d'être trop précis, d'entrer dans les détails techniques de votre solution, c'est pas l'objet ici, hein. Rappelez-vous, le but de la présentation, c'est d'obtenir un rendez-vous où vous pourrez détailler tout ça en long, en large et en travers. Donc là, on reste assez simple. Pareil pour le modèle économique. Sur le modèle économique, qui est détaillé dans la quatrième diapositive, on fait simple. Voilà. Si vous avez un modèle économique compliqué ou complexe, c'est pas forcément une bonne chose. Donc là, la crainte, c'est qu'on risque d'inquiéter l'auditoire avec cette complexité. On peut s'en sortir en cherchant des analogies simples. Voilà, on fonctionne un peu comme telle entreprise. Si elle est connue, ça peut tout de suite permettre de comprendre l'idée assez facilement. La magie sous-jacente, hein, ça c'est la diapositive importante qui va expliquer pourquoi vous êtes différent des autres. Pourquoi vous n'êtes pas juste un clone. Qu'est-ce qui rend votre projet magique, unique? Ça peut être une technologie, hein, un savoir-faire secret comme la soupe de nouilles dans Kung Fu Panda. Mais l'idée, c'est que si vous êtes juste une entreprise comme les autres, vous n'allez pas ressortir du lot. Donc c'est important de trouver ce qui fait votre force. Dans les vieux manuels de création d'entreprise, on parle de votre proposition de vente unique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Donc là, c'est le moment de l'indiquer ici, dans cette diapositive. Expliquez bien comment vous trouvez vos clients. L'idée, c'est de montrer que vous avez une stratégie de vente déjà, c'est déjà énorme, et surtout qu'elle va être rentable. La concurrence, c'est assez important. La décrire, expliquer où vous vous situez par rapport aux concurrents. Évitez de faire des bourdes assez simples. La bourde typique étant d'expliquer qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a forcément une concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, soit il n'y a pas de marché, soit vous avez mal regardé. Et ça ne joue pas forcément en votre faveur. L'équipe, pour la 8e diapositive. Les projections financières, donc exactement comme pour le plan d'affaires. On fait encore plus simple, hein, on met pas détaillé, on met juste quelques chiffres clés. Inutile de faire des hypothèses conservatrices ou folles, mettez juste les hypothèses auxquelles vous croyez et que vous êtes capable de défendre. Et enfin, la situation actuelle et puis les prochaines étapes. De quoi vous avez besoin, où vous en êtes. Alors quand on fait une présentation comme ça, il est utile de systématiquement faire une demande précise. Voilà, à ce stade-là, mon entreprise a besoin de telles compétences, de tant d'argent pour faire ceci, cela. Vous ne faites jamais une présentation sans rien demander qui soit très précis. On ne sait jamais, hein, ça peut marcher. Ce qui peut être ajouté,
c'est les défis, c'est les quelques difficultés qui vous attendent sur la route. Et surtout, l'idée, c'est de montrer que vous êtes conscient que tout ne va pas être facile et que vous avez bien identifié les points qui peuvent poser problème et de commencer à expliquer les solutions que vous entrevoyez. Ça montre que vous êtes des entrepreneurs conscients et ça peut vraiment rassurer tout en traitant par avance des objections que vous risquez d'avoir. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la présentation éclair? C'est que dans la réalité, 20 minutes c'est beaucoup. Il est peu probable que vous les ayez en dehors d'un cadre un peu formel de présentation de projet pour un incubateur ou pour un financier. Je pense qu'il est très bien de travailler cet exercice sous une forme très très réduite de 3 à 5 minutes. Une forme de 3 à 5 minutes peut être résumée sous la forme, voilà. Je suis un tel, j'ai fondé l'entreprise truc. Le métier de cette entreprise, c'est celui-là, nous résolvons tel problème pour tel type de client. Notre manière de travailler est la suivante, et en ce moment, nous avons besoin de ceci. Oui, ça va très vite et ça peut largement tenir en 3 minutes. Il n'y a pas une seule manière de faire les présentations éclairs. Il faut surtout pas hésiter à changer l'ordre de la présentation, à innover, à le faire de manière différente. Mais y arriver, ça nécessite d'avoir énormément pratiqué sa présentation. En fait, il n'y a qu'une pratique intensive qui va rendre une présentation bonne. C'est un exercice qu'il faut faire et refaire jusqu'à l'améliorer. C'est typiquement le genre d'exercice à pratiquer partout et tout le temps. Voilà, j'espère que ces quelques indications sur la présentation éclair ou pitch vont vous aider à réfléchir et à améliorer cet outil que vous pratiquez déjà, j'en suis quasiment sûr. On va voir maintenant ensemble le Canva de modèle économique, souvent appelé directement en anglais Business Model Canva. C'est un outil qui est extrêmement séduisant et qui est de plus en plus utilisé dans l'écosystème. Je dirais que c'est peut-être l'outil à l'heure actuelle qui est le plus utilisé. Donc c'est un outil que vous connaissez très certainement, j'en serais pas étonné, je serais pas étonné que vous l'utilisiez même au quotidien. C'est un outil, quand il est arrivé, je pense que nous les professionnels, on a fait waouh! C'est un outil qui est très visuel, qui va permettre de montrer, de présenter un projet en remplissant justement un canevas. Donc voilà comment se présente le canevas. C'est une série de 9 blocs à remplir qui sont en interdépendance les uns avec les autres. Alors, le canevas, les 9 blocs, c'est les segments clients, la proposition de valeur, les canaux de distribution, la relation client, ici le modèle de revenus, comment sont générés les revenus, ici les activités clés, les ressources clés, les partenaires clés, et ici la structure de coût. Donc si on peut schématiser de manière assez simple, donc tout ce qui est sur la génération de valeur, c'est sur la droite, tout ce qui est sur la gestion des coûts et production de la ressource, du produit ou du service, est sur la gauche, avec la proposition de valeur qui est absolument centrale. C'est simple, c'est très visuel, on va en remplir un très bientôt ensemble afin de voir comment c'est organisé. Alors, quand cet outil est arrivé, un peu tout le monde a essayé de le mettre à sa sauce, ce qui est très compréhensible. Donc vous trouverez, en cherchant un petit peu, pas mal de variations sur le même thème. Donc certaines personnes vont ajouter à côté de chaque brique, hop, un petit item sur la réputation, par exemple. La réputation auprès des clients, la réputation auprès des partenaires, la réputation auprès des gens de l'entreprise, et ainsi de suite. On va trouver aussi assez souvent une version qui est orientée
économie sociale, et donc cette version-là va rajouter un bloc ici et un bloc ici. Donc le premier bloc va être sur toutes les externalités négatives générées par le projet, et là sur toutes les externalités positives. Ce qui permet d'inclure aussi voilà, ce que le projet permet de faire pour la société et le poids qu'il a sur la société. Donc à partir de cet outil, je pense que vous aurez envie d'aller plus loin, de le bricoler un petit peu, et je pense que c'est très légitime. Sur cette diapositive, on voit bien le modèle de Canva économique et les relations qui ont été mises en lumière par des flèches entre les différents blocs. Donc ici, on va mettre tous les clients, tous les segments clients. Là, on va décrire l'offre. Ici, on va trouver les canaux de distribution. Donc on explique comment on amène le produit ou le service au segment de client. Et là-haut, on a la relation client. Donc là, j'ai mis une double flèche qui montre que les retours des clients permettent d'améliorer l'offre et que la relation de client permet de renforcer aussi la fidélité des consommateurs. Les clients achètent l'offre, donc ce qui génère un flux de revenus. Voilà, qui peut être utilisé éventuellement aussi pour améliorer l'offre. Sur le côté gauche du canevas, donc là on a mis les activités clés et les ressources clés qui vont permettre de produire l'offre. Là, on a mis tous les partenaires, donc les partenaires peuvent amener à chaque fois soit des métiers qui vont être utiles pour produire l'offre, soit des ressources qui vont être utiles pour produire l'offre. Donc tout ça a un coût et on le retrouve dans notre structure de coûts. Tout ce qui est sur la génération de valeur, on va le trouver sur la droite, orienté client, et tout ce qui est plutôt sur la production et générateur de coûts, on va le retrouver sur la gauche du canevas de modèle économique. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'en remplir un avec un produit connu ensemble pour voir ce que ça donne. Si je prends le cas des rasoirs jetables Gillette, quel serait le modèle économique des rasoirs Gillette? Donc ici, on mettrait les clients. Hein. Donc les clients, on peut s'attendre à ce que ce soit des hommes barbus et qui, hop là, et qui sont pas technophiles au point d'acheter peut-être un rasoir électrique. La manière dont on achète les rasoirs, eh ben, c'est sur les circuits de détaillants. Hein. Donc c'est en grande distribution en général. Hein. Donc là, je vais dessiner une petite échoppe. Voilà. La relation client, eh ben, ça va être assez limité puisque on est dans la grande surface, mais intrinsèquement dans le produit, vu que c'est du jetable avec des lames changeables qu'il faut rechanger régulièrement, dans la conception du produit, on a le fait de recommencer à acheter régulièrement. On va gagner de l'argent comment avec tout ça? Bah, la fois où on va acheter le rasoir, voilà, et à chaque commande et remplacement de lame. Donc une fois à l'achat, et ensuite par des fréquents remplacements de lames. Donc l'offre, c'est quoi? C'est le manche de rasoir et les lames qui sont changeables, donc ce qui évite d'avoir à les faire aiguiser régulièrement. Pour produire ce type de rasoir à le distribuer, qu'est-ce qu'il faut comme métier? Eh ben, du marketing. Il faut de la recherche et développement. Donc régulièrement, il y a des nouveaux Gillette sort de nouveaux modèles de rasoir. Ce qui donne lieu d'ailleurs à des dépôts de brevets. Donc ça, c'est dans les ressources clés, hein, tout ce qui est brevet, propriété intellectuelle, licence, voilà, brevet. La marque, le marketing aussi, ça génère une marque. Tac, vous voyez comme j'écris bien à la souris. Les partenaires, donc ça va être les détaillants et ça va être les fabricants, les usines qui fabriquent les lames. Les coûts vont être générés par les coûts de production, le coût de marketing,
Voilà. Et puis évidemment la logistique, la R&D et ainsi de suite. Donc là voilà, on a un modèle qui est assez simple de vente sur un produit d'appel qui est vendu assez peu cher, mais qui va générer des consommables qui font qu'on va régulièrement retourner commander. C'est pratique pour les hommes de se fournir en rasoir parce qu'ils le font en faisant leurs courses, hein, c'est dans les canaux de grande distribution. Et la relation client est alimentée à la fois par voilà, du marketing et de la communication qui nous pose un homme moderne, et dans le fait que voilà, le rasoir est fait pour qu'on change régulièrement de lame. À la limite, avec la même manche, on peut peut-être vendre plusieurs lames et ainsi de suite, et ainsi fidéliser le client. Par où est-ce qu'on commence à remplir le canevas? Donc le livre, hein, Business Model Nouvelle Génération, nous propose un ordre. Donc l'ordre classique du canvas, c'est on va commencer par la relation client, on va continuer par la proposition de valeur, et ainsi de suite. Donc là, je vais vous présenter chaque bloc en détail en utilisant l'ordre qui est dans le Business Model Canva Nouvelle Génération, le livre. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas une bonne manière de commencer, de le remplir, comme il y a des manières différentes de commencer des entreprises, suivant les courants. Voilà. Si on était Jugad, eh ben, on commencerait par s'intéresser aux gens, à leurs problèmes et à la manière dont on peut améliorer le monde de manière inclusive. Euh, Ce serait une approche Gigad. Si on était en Lean Startup, eh ben, on commencerait par le produit. Donc ça, c'est une méthode qu'on va voir tout à l'heure, hein. On va commencer par le produit, on va le présenter aux clients. Les retours des clients vont permettre d'améliorer le produit et on va faire comme ça toute une série d'itérations. Donc Lean Startup, voilà, segment client, des échanges avec le client, donc là on irait relation client, qui permettent d'améliorer le produit et ainsi de suite. Si on était dans l'effectuation, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, ben on commencerait par les ressources. Qu'est-ce que l'entrepreneur a à sa disposition comme ressources, comme partenariat, comme savoir-faire qu'il va pouvoir utiliser pour, euh, pour faire son projet. À partir de là, il va échanger avec tout un tas de partenaires potentiels et de parties prenantes qui vont amener de nouveaux moyens et ainsi de suite. Donc vous voyez, on peut commencer à remplir le canevas ou lancer une entreprise de différentes manières. Alors qu'est-ce qu'on met dans chacun des blocs? Pour le segment client, bah, c'est facile, on va mettre les différents segments de clientèle. Un segment, on sait qu'on est sur le même segment de clientèle quand les gens ont le même besoin, qui veulent être traités de la même manière, qui sont intéressés par les mêmes aspects de l'offre et qu'on peut les atteindre par le même canal. Donc à partir du moment où les gens fonctionnent vis-à-vis du produit de manière extrêmement similaire, on va pouvoir les traiter comme un seul segment. Dans le bloc de la proposition de valeur, on va s'attacher à décrire le produit, la manière dont il fonctionne, et puis on va aussi insister sur ce qu'il a de particulier qui est valorant, désirable pour la cible. Donc là, je vous ai mis une série d'items qui sont des choses qui apportent de la valeur d'habitude à un produit. Ça peut être la nouveauté, son design qui est particulier, le fait qu'on puisse le personnaliser ou qu'il soit facilement accessible, qu'il soit efficace, qu'il fonctionne bien, qu'il soit pratique d'utilisation, qu'il soit appuyé sur une marque connue, ou encore que le prix soit attractif, qu'il soit plus sécurisant ou plus sûr que les autres produits sur le marché, peut-être plus performant, ou alors peut-être qu'il permet aussi de faire des économies. Donc voilà, vous avez quelques bases vous permettant ici de décrire votre proposition de valeur. La relation client, bah, il y a plusieurs manières de faire sa relation client, hein. On peut ne pas le faire du tout. Alors, ça peut être du management de communauté, de la co-création. Peut-être que le client se sert tout seul, hein, c'est du self-service. Est-ce que il a un assistant personnel? Est-ce que les services sont complètement automatisés, comme quand vous appelez sur Amazon? Est-ce qu'au contraire, vous avez un conseiller dédié? Voilà, mettre à plat la manière dont l'entreprise va gérer ses relations avec le client est tellement important que voilà, ça a mérité un bloc.
ça va permettre de jouer sur la fidélisation des clients, ça va permettre de jouer sur l'image de marque, sur plein de choses. D'autres services auraient pu mériter un bloc à eux seuls, comme peut-être la logistique, les ressources humaines. Là, c'est quand même un choix qui a été fait par les concepteurs du Canva. Les recettes. Donc le flux de revenus, ça c'est pour caractériser dans ce bloc les revenus qui vont être générés par la vente du produit. Alors les produits peuvent être vendus de tas de manières différentes. Déjà, vous pouvez décider est-ce que les prix sont variables ou est-ce qu'ils sont fixes? Comment ils sont définis? Est-ce que ensuite le type de manière de vendre, est-ce que c'est une audience qui est monétisée? Donc là, à ce moment-là, c'est de la publicité. Est-ce que c'est de la location ou du prêt? Est-ce que c'est par abonnement? Est-ce que c'est une vente très simple? Est-ce qu'on facture à l'usage? Est-ce que ce sont des licences ou des franchises? Donc vous avez toute une variation possible sur la manière dont les flux de revenus peuvent être organisés. Je pense qu'il est intéressant avec vos entreprises de bien vous attarder sur cette partie. Tous les flux de revenus ne sont pas intéressants pour chaque projet. Certains vont nécessiter un peu plus de trésorerie que d'autres. D'autres vont amener tout de suite du cash, comme la vente directe. D'autres vont étaler les gains sur le long terme, comme les abonnements. Donc c'est quelque chose qui est assez structurant et qui va vraiment impacter toute l'économie du modèle économique. Ensuite, les métiers clés, donc ça c'est toutes les activités qui sont nécessaires pour faire fonctionner une entreprise. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, évidemment, elle va prendre de plus en plus de métiers. Elle va intégrer des métiers support en plus des métiers de base. Vous allez retrouver aussi bien la logistique, la relation client, le management, le recrutement, la production, la résolution de problèmes, l'achat, la vente, le sourcing. L'idée, c'est de mettre juste les métiers qui sont les plus importants pour le modèle économique, hein, pas de tous les mettre. Donc pour Gillette, on a vu que le marketing était très important, la recherche et développement pour avoir tout le temps des nouvelles gammes et des innovations, et puis aussi tout ce qui était livraison et circuit de distribution. Les ressources clés, donc là, pas tellement des métiers, c'est des ressources. Ça peut être la relation, ça peut être le carnet d'adresses, ça peut être la surface financière, ça peut être les ressources humaines. Voilà, que possède l'entreprise qui va lui permettre de fournir le produit et d'avoir un avantage. Donc les ressources intellectuelles, c'est pas juste la capacité de réflexion du dirigeant, on va mettre aussi tous les brevets, toute la propriété industrielle. Tout ça, on va le ranger dans le bloc des ressources. Les partenaires sont très importants. C'est eux qui vont amener les ressources et les métiers que le projet n'a pas en interne. Donc, qui peut être fait sous forme d'alliance stratégique, de joint venture, de simples contrats. Donc la manière dont on met en place les partenariats est assez importante et aussi très structurante. Donc là aussi, il faut prendre le temps de réfléchir à la manière dont on va mettre en place ces partenariats. Et puis surtout, voilà, que permettent de faire ces partenariats? Réduire les risques, faire des économies, bénéficier d'une ressource ou d'un métier. L'idée, voilà, l'entreprise n'est pas obligée d'avoir tout en interne, et il est quand même plus malin de faire des partenariats avec des professionnels à chaque fois. La structure des coûts, donc ici on va décrire les coûts, donc c'est essentiellement les coûts fixes, hein, les coûts variables. On va se poser aussi des questions intelligentes. Est-ce qu'il y a moyen de faire des économies d'échelle? À partir de quel moment? Est-ce que certaines ressources peuvent être mises en commun avec des partenaires? Donc je pense qu'il faut avoir une approche assez créative sur ce bloc. Il ne faut pas que ce soit juste un bloc d'enregistrement des différents postes de coûts et de dépenses. Ça mérite une réflexion. Sur les entreprises, il y a quand même deux grands types de modèles, hein. Ceux qui sont pilotés par les coûts, comme le low cost, ou d'autres qui sont très orientés sur la création de valeur, comme tout ce qui est l'industrie du luxe.
Donc l'idée c'est de bien choisir son camp et puis d'avoir une politique qui soit très cohérente et puis pas hésiter à être un peu imaginatif. Le Canva de modèle économique, donc est un outil qui est assez plaisant à utiliser, qui peut être très graphique si on fait des dessins plutôt qu'écrire dessus, qui permet de bien visualiser comment va fonctionner l'entreprise, mais il a toute une série de limites qui sont quand même gênantes. Déjà, si on veut faire de la création avec et innover, ça nécessite quand même une très bonne connaissance des différents modèles économiques et de leurs limitations. Donc il faut quand même un accompagnateur expérimenté à mon avis pour en tirer vraiment quelque chose d'utile pour faire dans la création de choses nouvelles. Le Canva de modèle économique, si on l'utilise pour présenter les projets, a aussi quelques grosses limites. Par exemple, tout simplement, comme c'est une photo quelque part, une représentation du modèle à un instant T, vous verrez que ça ne présente pas la concurrence. On ne sait pas trop comment la faire tenir dedans ou avec cet outil. Donc, en plus du Canva, il va falloir décrire la concurrence ou amener d'autres informations. Et surtout, c'est pas un plan. Ça explique pas les étapes, comment on en arrive là, où on en est et où on va. Ces choses-là sont assez compliquées à détacher. Ensuite, c'est un outil qui est quand même assez souple et beaucoup de gens l'utilisent à leur sauce en rajoutant des briques, en les modifiant légèrement. Je pense que c'est tout à fait légitime. Je pense que c'est le genre d'outil qu'il ne faut pas hésiter à maltraiter un peu. Comme on l'a vu, il y a certaines briques qui ont un gros poids. Peut-être que d'autres briques mériteraient un poids un peu plus important. À vous de voir. Donc continuez à expérimenter, à jouer avec cet outil. On n'en a pas encore vu complètement les limites à mon sens. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur le Canva de modèle économique? C'est qu'il a quand même un gros avantage par son côté visuel. Il va permettre de dialoguer et d'échanger avec des entrepreneurs, par exemple, qui ne seraient pas alphabétisés, euh, ou des entrepreneurs qui viendraient pas en ayant déjà formalisé un plan ou une présentation. Donc en décrivant et en dessinant et en remplissant le canevas avec eux, on arrive à une vision à peu près complète de la manière dont ça va fonctionner. Voilà, donc un bon outil, mais avec quelques limites assez gênantes. Nous allons voir maintenant deux méthodes d'évaluation des projets. On a vu beaucoup de méthodes de présentation de projets. Maintenant, il est temps de voir comment on peut juger si une idée est bonne ou pas. J'ai sélectionné pour vous deux petits outils simples pour évaluer une idée, deux petites méthodes. La première est tirée du Personal MBA de Josh Kaufman et la deuxième de Stratégie Océan Bleu. Aucune de ces méthodes est ultime, hein. On pourra toujours se tromper. L'idée, c'est que, bon, voilà, c'est quand même une démarche. Ce sont des démarches qui sont assez simples et que vous allez pouvoir utiliser éventuellement avec vos entrepreneurs. Les 10 critères d'évaluation d'un marché. Donc ça, c'est une méthode que j'ai prise sur le Personal MBA de Josh Kaufman, qui est une méthode très simple, avec quand même une bonne grosse dose de doigts mouillés, hein. C'est pas non plus très très scientifique. Elle consiste à mettre une note sur 10 sur une dizaine de critères. C'est là où on peut se tromper dans l'évaluation. C'est bien de faire cet exercice à plusieurs, c'est bien si l'accompagnateur participe, puisqu'il a un petit peu plus d'expérience dans l'évaluation des critères éventuellement. Ensuite, on va faire la somme des scores qu'on a mis, et si on a un score qui est supérieur à 75, voilà, là on a une idée qui a un potentiel. Si on a un score qui est supérieur à 50, ça vaut le coup de le faire, et inférieur à 50, il vaut mieux éviter. L'idée, c'est que là, c'est vraiment l'idée qu'on évalue, hein. C'est pas l'entrepreneur, c'est pas sa capacité à réaliser le projet, c'est juste le potentiel de l'idée. Le premier critère, c'est l'urgence. On sait qu'il y a urgence quand le problème qu'on traite nécessite une intervention rapide, si les conséquences, si on ne fait rien, sont vraiment désagréables, et si le client, la personne qui va se décider, n'a pas intérêt à laisser traîner la décision. Donc vraiment le premier critère est vraiment très important. La taille du marché, c'est le deuxième critère. Il y a deux manières de le voir. La première, c'est la taille totale du marché, donc là vous voyez à long terme.
Et l'autre manière de voir, c'est la taille du marché adressable rapidement par l'entrepreneur. Je préfère la deuxième manière de voir. Le prix possible, plus la solution que vous pouvez vendre peut se vendre cher, mieux c'est. Le coût d'acquisition d'un client, combien ça coûte d'avoir un nouveau client en marketing, en promotion, en prospection? Souvent, c'est le critère qui va être compliqué à évaluer pour l'entrepreneur. Donc c'est là où l'accompagnateur peut bien aider, parce qu'il a souvent une idée plus claire du coût d'acquisition pour telle ou telle industrie ou tel canal d'un client. Le coût pour délivrer la valeur, ben voilà, vous avez vendu, vous avez un client, vous allez payer ou dépenser de l'argent pour que le client puisse avoir le produit. Combien vous coûte votre réseau de distribution? L'originalité de l'offre, donc ça c'est un critère qui est important. C'est peut-être pas la peine de faire une entreprise pour faire exactement la même chose que les concurrents. Qu'est-ce qui vous distingue? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous distingue déjà? La rapidité de mise sur le marché, c'est un critère qui est intéressant aussi. Plus vous pouvez mettre le produit ou la solution rapidement sur le marché, plus vous mettez une note élevée. Évidemment, si vous êtes dans l'industrie pharmaceutique, où vous avez des temps de développement de molécules ou de médicaments qui sont assez longs, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est un critère qui est pénalisant pour les projets industriels, hein. À vous de l'adapter. L'investissement initial, là aussi, voilà, si c'est une idée qu'on peut tenter rapidement sans investir des sommes extraordinaires, on va mettre une bonne note. Le potentiel de vente additionnelle, donc ça, c'est très lié au coût d'acquisition, c'est-à-dire que voilà, un client, c'est assez compliqué à avoir, ça coûte cher, autant le rentabiliser au maximum. Donc le potentiel de vente additionnelle, c'est pour chaque client que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez lui vendre d'autre? Le potentiel de persistance, ça aussi, c'est un critère qui est assez intéressant. C'est à partir du moment où vous êtes embêté à développer une solution, cette solution, elle va être sur le marché combien de temps? Si vous avez fait un jeu vidéo, par exemple, et ben voilà, au bout d'un moment, il faudra en lancer un autre pour que l'entreprise soit pérenne, hein. Le potentiel de persistance a de bonnes chances d'être assez faible, de quelques mois. Puisque si la solution que vous avez mise en place peut durer des années, pour vous procurer des revenus sur des années, là vous allez pouvoir mettre un très bon score. Donc c'est une méthode qui n'est pas très précise, mais qui permet quand même de se poser des bonnes questions sur le potentiel d'un projet. Elle est assez simple, avec un peu d'entraînement. Des étudiants ou des entrepreneurs peuvent tout à fait l'utiliser tout seuls. Stratégie Océan Bleu nous propose 4 étapes de validation d'un projet. Le principe de stratégie Océan Bleu, c'est de trouver un espace concurrentiel où vous êtes tout seul. Quand vous êtes sur l'espace où tous vos concurrents sont et sont en train de se battre sur la marge pour améliorer le produit, où les prix commencent à baisser tellement la concurrence est forte, là vous êtes en océan rouge. Le but c'est de vous créer votre espace stratégique et concurrentiel où vous êtes tout seul, et c'est ce qu'on va appeler l'océan bleu. Donc pour être en océan bleu, il faut avoir un produit qui se démarque vraiment de la concurrence et qui soit exceptionnel. Donc on va partir de l'utilité pour l'acheteur. Est-ce que votre solution a une utilité pour l'acheteur qui est exceptionnelle? Oui ou non? Bah, si c'est non, vous retournez travailler. Si c'est oui, on va pouvoir se poser la question du prix que vous pouvez pratiquer. Est-ce que votre prix va permettre d'atteindre la masse des acheteurs sur votre segment? Oui ou non? Là encore, si c'est non, on abandonne. Si c'est oui, on va pouvoir avancer. Est-ce que les coûts vont vous permettre d'être rentable? Est-ce que vous êtes capable de produire votre solution à un coût qui va vous permettre de faire des marges suffisantes? Oui ou non? Là aussi, hein, c'est ou stop ou on continue. Là, le critère de l'adoption est très très important et très très souvent oublié par les entrepreneurs. Est-ce que on est capable de traiter tous les freins à l'adoption d'une nouvelle solution? Bah oui, changer nos habitudes, c'est assez compliqué. C'est pas parce que votre solution existe que les clients vont se jeter dessus. Est-ce qu'on est capable de traiter tous les freins à l'adoption de votre solution? Oui ou non? Et bah si oui, là, bravo,
on a une magnifique idée océan bleu. Sinon, bah, va falloir retourner et travailler sur le produit de manière à ce que ce soit le genre de produit qu'on puisse adopter sans frein, de manière assez naturelle. Alors ces deux méthodes sont pas du même ordre, hein. Stratégie océan bleu, vous avez bien vu qu'il y a beaucoup plus de travail. Au minimum 4 bonnes séances de travail, peut-être d'une après-midi. Et la première méthode est beaucoup plus rapide et peut être faite de manière assez superficielle en allez, 20 minutes, hein. Mais on peut aussi la faire de manière très fouillée en une bonne séance de travail d'une après-midi. Sur l'évaluation d'un projet, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bah, qu'il existe des tas de grilles simples et des tas de méthodes simples, dont les deux que je vous ai présentées. Que c'est des outils qui peuvent être pris en main par les entrepreneurs eux-mêmes avec un petit peu d'habitude, donc ils vont pouvoir adopter pour emporter avec eux pour leur prochain produit ou leur prochain projet. Et surtout, c'est des outils qui peuvent indiquer des pistes de travail pour améliorer le projet. Est-ce qu'il y a des freins à l'adoption à travailler? Est-ce qu'on peut imaginer des ventes additionnelles? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui améliore ce projet? Donc ces deux outils, hein, comme les autres outils, c'est quelque part des listes de vérification, des listes de validation, des checklists qui vont donner des pistes d'amélioration et des pistes de travail, tout en étant des outils d'évaluation. J'espère que vous aurez envie de les utiliser et de vous amuser avec. L'outil qu'on va voir maintenant, c'est le persona, qui est un outil qui est de plus en plus utilisé, qui est assez simple, qui est en général très lié aux démarches Lean Startup. Le persona, eh ben, c'est ça. Voilà, c'est une personne, un client type que vous allez imaginer et à qui vous allez mettre une personnalité. Le persona, c'est un outil conceptuel, hein, facile à manipuler, qui va vous permettre de communiquer avec toutes les personnes impliquées dans le projet pour dire voilà, je pense que mon client est comme ça. C'est une description d'une personne un peu imaginaire à qui vous allez donner un nom et qui va représenter un peu tous vos clients. C'est beaucoup plus amusant et parlant que d'avoir un segment client décrit par des statistiques. Par exemple, là, mon persona, c'est Dienaba. Elle a 22 ans, elle est célibataire, elle habite à Dakar, elle travaille dans une boutique de vêtements. Son rêve, c'est de créer sa propre marque de vêtements et de les vendre sur Internet pour augmenter ses revenus. Alors par contre, Dienaba, elle a quelques frustrations et besoins. Par exemple, elle n'a ni les moyens ni les compétences pour faire son site Internet. Et puis elle voudra surtout se concentrer sur ce qu'elle aime faire, comme créer des vêtements ou discuter avec les clients. Donc là, en une petite fiche et en quelques mots, j'ai décrit quelqu'un avec ses projets, ses rêves et quelques limites. Si vous allez regarder sur Internet en tapant persona, vous verrez qu'il y a énormément de trames ou de manières différentes de faire ou de présenter vos personas. L'idée, c'est que vous allez adapter votre persona au projet en mettant les rubriques qui vous semblent utiles. Le persona est par exemple utile à faire avant de vous lancer dans une enquête terrain qualitative. Ça, à ce moment-là, le persona va être une liste des hypothèses que vous faites sur les gens qui sont vos clients. Quand vous aurez fait votre enquête qualitative, vous verrez très certainement que votre persona est pas, ou vos clients ne sont pas exactement comme vous l'aviez imaginé dans le persona. Donc le persona est un outil qu'on va faire évoluer au fur et à mesure que vous apprenez des choses sur vos clients. Quelles sont les rubriques utiles à mettre dans un persona? Déjà, toutes les données démographiques et économiques de base, socio-économiques. Quel est l'âge de votre persona? Son genre? Est-ce qu'il est en famille? En couple, célibataire, avec, sans enfant? Où est-ce qu'il habite? Quels sont ses revenus? Quels sont ses buts dans la vie? Une rubrique intéressante à mettre, c'est de décrire une journée type de ce persona. Voilà, il se lève, il fait quoi? Et idéalement d'inclure la partie où il va interagir soit avec le problème que vous allez résoudre, soit avec le produit ou la solution que vous proposez. C'est intéressant aussi de se poser la question de quels sont les médias que consulte ce persona. Ça va permettre de comprendre comment le toucher
et puis de comprendre aussi, de commencer à réfléchir à la manière dont vous allez interagir avec lui et communiquer avec lui. Surtout si votre produit est une solution qui se vend dans le cadre professionnel, c'est pas mal de détailler ces aspects. Voilà, où travaille, comment travaille ce persona, quelles sont ses fonctions, quels sont les défis et les problèmes qu'il rencontre, et puis quelles sont les solutions que le persona utilise pour l'instant. Alors pour l'instant, le persona n'utilise peut-être pas votre solution. Qu'est-ce qu'il utilise actuellement, à votre avis, pour résoudre le problème que vous allez adresser? Il est possible aussi que votre produit nécessite quelques compétences techniques pour être utilisé. Ça peut être des compétences informatiques, par exemple, hein, mais vous maîtrisez la mécanique ou le montage de meubles Ikea, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, voilà. Est-ce que cette personne est bricoleuse? Est-ce qu'elle va être capable d'utiliser facilement votre solution? Est-ce que votre solution va répondre à ses peines et ses frustrations telles que vous les imaginez? Est-ce que ça va lui permettre d'accomplir ses rêves? Donc le persona, c'est un petit outil de présentation, d'imagination d'une personne fictive qui correspond à un client type que vous allez mettre en place. Un persona ne va pas remplacer une segmentation client basée sur des critères précis, chiffrés, tels qu'on peut en avoir, ou comportementaux, tels qu'on peut en avoir quand on mesure tout ce qui se fait sur un site internet marchand, par exemple. Ils sont très utiles pour imaginer et communiquer auprès de l'équipe et des partenaires. Il faut les faire évoluer. Il ne faut pas que le persona soit figé. Et puis, il ne faut pas que le persona soit juste une histoire qu'on se raconte, qui ne soit pas basée ou raccrochée à des faits ou à des comportements précis de segments de vos clients. Donc c'est un outil qui doit pas juste rester dans le récit, mais que vous allez devoir raccrocher à des faits ou à des comportements réels de clients tels que vous les constatez. Donc un bon persona est lié aussi aux mesures que vous allez mettre en place du comportement de vos clients. C'est un exercice qui est facile, qui est plaisant à faire. En une bonne séance de travail, vous pouvez avoir mis en place des personas, et ensuite c'est quelque chose, un outil qu'il faudra retravailler tout le temps. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer à faire des personas. Nous allons voir maintenant la courbe de valeur. Donc la courbe de valeur est un outil qui est issu de Stratégie Océan Bleu. C'est un outil qui va permettre de démarquer son produit ou son service de la concurrence. Donc c'est un outil de réflexion stratégique qui part de la comparaison avec ce que font les concurrents. L'idée, c'est que les concurrents se battent tous un peu sur les mêmes choses et que ça va être très compliqué de faire sa place en se battant sur les mêmes critères que la concurrence. Donc il va falloir inventer de nouveaux critères et apprendre à se démarquer. C'est un outil qui est très plaisant, qui est un peu utilisé, mais pas tant que ça. Les accompagnateurs qui l'utilisent en général le trouvent vraiment très sympathique. Ça va permettre d'avoir des échanges vraiment profonds sur le produit et son positionnement. C'est pas un outil qui sert tout le temps, tous les jours. C'est plutôt quand l'entreprise accompagnée va vouloir développer un nouveau produit ou est un petit peu coincé sur son marché, ou alors est en train de lancer un nouveau produit. Donc à ces moments bien précis, vous allez pouvoir dégainer la courbe de valeur. Ça nécessite un peu de mise en place, un peu de travail, hein, et ça peut être fait soit sur une bonne après-midi, soit très en profondeur, sur même jusqu'à 2 jours. Comment ça marche la courbe de valeur? Bah, c'est assez simple. Le but, c'est de positionner sous forme de courbe les produits de tous vos concurrents. Une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir les regrouper par grand type. Donc là, sur la diapositive, vous avez l'exemple du marché du vin. Donc sur quoi on se bat quand on est dans le marché du vin? Eh ben on se on se bat sur le prix, sur le vocabulaire lié à l'œnologie. Donc il y a des vins qui vont être haut de gamme avec tout un vocabulaire riche et un petit peu abscon. D'autres moins. Ce qui est très important pour le vin aussi, c'est voilà, est-ce que c'est un vin qu'on va pouvoir garder en cave et faire vieillir, ou est-ce que c'est un vin qu'on va devoir boire assez rapidement?
Il y a le prestige aussi des maisons et des châteaux qui le produisent, et aussi la complexité du goût. On va mettre donc sur une échelle qui est là aussi, c'est comme les techniques d'évaluation des idées, hein, c'est un petit peu à la louche, grosse maille qu'on le trace, hein. Mais parce qu'on n'a pas toujours des indicateurs extrêmement précis, mais voilà, on va répartir en créant ça une échelle de 1 à 5, de 1 à 10, comme vous voulez, puis on va mettre des petits points. On va pouvoir dégager sur la plupart des marchés des courbes. On va trouver, on va voir sur le marché du vin par exemple, se dégager une courbe pour les vins de table et une courbe pour le vin haut de gamme. Donc le vin haut de gamme, on voit que c'est celui qui est au maximum partout, donc il va être cher, il va se garder longtemps, il va avoir un goût complexe, être une cuvée de prestige. Et le vin de table, lui, au contraire, va se trouver beaucoup plus bas sur chacun de ces critères. On garde quand même pas mal le vocabulaire énologique, hein, même pour un vin de table. Si on avait pris l'automobile, on aurait eu d'autres critères. On aurait par exemple eu la sécurité, le nombre d'options, on aurait eu la vitesse, la qualité du réseau de garages, de pièces détachées, de revendeurs. On aurait eu d'autres critères. Donc le travail de l'accompagnateur, c'est de dégager les critères qui sont importants pour le marché. C'est souvent ceux qui sont mis en avant par le marketing, par les étiquettes, par le packaging. Donc ça permet de bien retrouver facilement quand même les arguments. Les enquêtes qualitatives qui ont été menées aussi sur les acheteurs et les clients permettent de dégager les critères importants que vous allez pouvoir utiliser pour votre courbe de valeur. Donc pour le vin, quand on fait ce travail, voilà, on trouve grosso modo ces deux types de courbes qui vont correspondre au vin haut de gamme et au vin de table. Vous, ensuite, vous allez positionner votre produit sur chacun de ces items et puis vous allez vous poser la question à chaque fois, en utilisant cette matrice qu'on a sous les yeux, qu'est-ce que je fais? Pour le potentiel de garde, ou pour le vocabulaire énologique, ou pour le prix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide d'exclure complètement ce critère? Je m'en occupe pas, c'est trop compliqué de se battre là-dessus, on va tout simplement faire sans. Est-ce que je vais l'atténuer? Est-ce que je vais faire moins cher, ou mettre un peu moins de vocabulaire énologique, ou ouais, décider que c'était pas si important que ça, que mon vin se garde longtemps? Peut-être moins mettre de conservateur dedans. Ou est-ce que je vais le renforcer? Voilà, on va faire le vin qui se garde le plus longtemps et que vos descendants pourront boire encore dans plusieurs générations. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut créer comme critère qui n'existe pas à l'heure actuelle, qui n'est pas un critère utilisé? Et c'est cette partie qui est très difficile à faire, où il va falloir faire preuve d'énormément d'imagination. En poursuivant cet exercice sur le vin, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc ça, c'est un exemple qui est pris dans Stratégie Océan Bleu, hein, qui est bien détaillé, c'est celui du vin Yellowtail. Ça veut dire que jaune, c'est un vin australien. C'est un vin australien qui a la particularité d'avoir réussi à s'imposer assez massivement sur le marché de l'importation de vins étrangers aux États-Unis, où il a pris la 3e place. L'idée, c'est que ce vin voilà, a changé radicalement son positionnement par rapport aux autres vins. Il s'est dit, et si on était plus proche de la bière ou du soda ou d'une boisson récréative, qu'est-ce que ça donnerait comme vin? Donc sur le prix, voilà, on va le mettre un peu plus cher. Sur le vocabulaire énologique, on va complètement supprimer ce critère, on va pas du tout se battre là-dessus. Le prestige, le potentiel de garde, on va pas s'en occuper. On va faire moins bien que le vin de table, on abandonne tout ça, hein, on abandonne. Le goût complexe, on abandonne. Donc le goût chez Yellowtail, c'est vin plus un parfum. Vin pamplemousse, vin papaye, vin parfumé, hein. Facile à boire, oui, parce qu'on va pas se poser la question. On va juste déboucher, amener une bouteille chez les amis, et puis voilà, c'est vin, parfum, quoi. Facile à choisir, bah oui, tu préfères la mûre, ou tu préfères la poire, ou tu préfères qu'est-ce qu'on avait dit, l'ananas, j'en sais rien. Je sais pas exactement les parfums qu'il y a chez les Yellowtail.
J'avais regardé, mais j'ai oublié pour tout vous dire. Et puis, on va le positionner vraiment sur du fun. Voilà, le positionnement marketing, si on passe du bon temps en ami, même l'étiquette qui représente un kangourou jaune et fun. Et puis, le kangourou, c'est l'Australie, hein, donc c'est l'aventure. Et donc, ce vin, bien que ce soit un vin, se positionne pas du tout comme les autres vins. Vous voyez, on a une courbe là en jaune qui est très particulière et qui est très différente. On a des zones qui ont été renforcées, où il y a des critères qui ont été exclus. Donc là, c'est renforcé par rapport au vin de table, hein, pas au haut de gamme. Des critères qui ont été juste atténués, et puis des nouveaux critères qui ont été créés, qui ont été inventés de toutes pièces. En posant cet outil, alors on est d'accord que c'est quand même du travail, hein, c'est quand même de l'imagination. Il faut quand même utiliser en plus des techniques de créativité pour y arriver. Mais il y a certains de vos confrères qui les ont utilisés avec déjà beaucoup de succès et qui sont très contents dès la première utilisation de cet outil, hein. Donc en discutant, en se posant, en bloquant une après-midi de réflexion, on peut quand même déjà aller très loin avec la courbe de valeur pour inventer de nouveaux produits. Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la courbe de valeur? Que c'est un outil qui s'intègre très bien dans toutes les autres démarches et méthodes. Ça marche très bien avec le Lean Startup. Ça marche très bien une fois enchaîné avec les personas, une technique d'enquête qualitative. C'est un outil qui est extrêmement agréable à utiliser. C'est vraiment un plaisir. Donc, essayez de trouver un prétexte, un projet auquel il va bien s'appliquer. C'est un outil qui va vraiment permettre de trouver des choses un petit peu nouvelles et d'améliorer son positionnement. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer avec cette courbe de valeur et d'avoir des projets un peu plus originaux. On va voir maintenant les techniques qualitatives d'enquête. C'est une des choses les plus mal faites en général par les entrepreneurs, une des choses les plus importantes et qui, si elle est vraiment bien faite, va vous permettre d'accompagner vraiment plus loin les entrepreneurs, va les aider à mettre en place des produits et des services qui sont vraiment de qualité supérieure. Le questionnaire d'enquête qualitative, hein, c'est le questionnaire qui va être administré en face à très peu de personnes, hein, trié avec grand soin. Et c'est un questionnaire qui va être extrêmement détaillé, précis. Il n'y a pas besoin dans ce type de questionnaire d'interroger énormément de personnes. 4 à 12 personnes vont bien suffire. Ce qu'il est important de vérifier, c'est que ces personnes soient vraiment dans la cible. À partir du moment où la cible est bien définie, au-delà de 13 personnes, vous allez commencer à vraiment plus apprendre grand-chose d'intéressant. Si les réponses sont extrêmement différentes, voilà, c'est un signe, c'est un indicatif d'un ciblage qui a mal été fait. Donc ces entretiens se font toujours en face à face et idéalement dans un lieu où la solution pourrait être utilisée. Qu'est-ce qui peut vous arriver si vous faites les entretiens téléphoniques ou sans vous déplacer? Souvent pas grand-chose, mais il y a toujours des cas où vous allez commettre des boulettes parce que vous n'êtes pas allé voir sur place. Voilà, des cas de machines qui ont été inventées ou de programmes informatiques qui vont par exemple pas tourner sur les machines utilisées par la cible ou de machines trop grandes pour tenir dans les ateliers de la cible. Des choses comme ça assez balottes, mais qu'on peut éviter en allant voir sur place. L'idée, dans les précautions d'emploi, hein, pour une enquête qualitative aussi, c'est de toujours revenir avec des réponses très précises et qu'on a fait préciser. Pas se contenter de réponses générales qui finalement vont pas être si exploitables que ça. Condition de réussite très importante, on est là pour écouter plutôt que pour vendre ou expliquer la solution. Donc vraiment on est là pour écouter et recueillir les avis des personnes qu'on va interroger. On commence toujours notre enquête qualitative à partir du moment où on est capable d'avoir une jolie maquette, une présentation ou un sketch du produit qui va permettre à la personne de se faire une bonne idée de ce que vous avez prévu de faire. On évite d'interroger les amis et la famille, évidemment, parce que ces gens-là ne sont pas neutres.
En général, ils vous aiment, et en général, ils ne veulent pas vous faire de peine. Donc on va plutôt privilégier des gens qu'on ne connaît pas. On peut aussi tricher un petit peu et puis éviter de se présenter comme l'inventeur, toujours pour être sûr qu'on aura des réponses un peu plus crues et un peu plus directes. On va laisser aussi une place quand même aux questions ouvertes, puisque l'important c'est de revenir avec des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et les questions ouvertes, c'est-à-dire celles auxquelles on ne répond pas par oui ou par non, sont les questions qui vont permettre d'apprendre toutes ces choses un petit peu originales auxquelles on n'avait pas pensé. Les enquêtes qui échouent, qui sont peu exploitables, sont celles donc qui avaient une mauvaise méthodologie d'enquête, ou qui s'adressaient à un échantillon qui finalement n'était pas homogène, ou alors qui se sont contentés de réponses imprécises, ou encore qui ont subi un biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est quand l'entrepreneur va se concentrer sur les réponses qui confirment ses hypothèses ou ce que lui imaginait, et faire un peu moins attention à tout ce qui pourrait venir les contredire. Ce qui est vraiment dommage, hein. C'est comme ça que les grosses erreurs sont faites. Alors quand on prépare son questionnaire, on définit toujours les objectifs de l'enquête. Voilà, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on veut valider comme hypothèse. Donc on part de la liste des hypothèses qu'on a prévu d'aller valider. On définit bien le segment, donc c'est des gens qui se comportent de la même manière, qui ont des caractéristiques semblables, qui vont utiliser le produit de la même manière, pour le même type d'usage, en payant le même prix. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui sont très précisément les mêmes. Un segment, par exemple, ça ne peut pas être les femmes de 30 à 45 ans. C'est trop large, c'est trop vaste. Il faut vraiment préciser ça plus. Et une manière de bien le préciser, c'est de vérifier que vous vous adressez au type de personne qui va bien avoir le comportement et le problème que vous allez résoudre, mais qui est susceptible aussi d'utiliser le type de solution que vous proposez. Un exemple, si vous avez une machine à laver qui fuit, les gens qui ont ce problème vont pouvoir réagir de différentes manières. Certains vont la réparer eux-mêmes, ils vont changer le joint, d'autres vont mettre une bassine et puis la vider régulièrement, d'autres vont appeler le plombier, d'autres vont changer la machine. Voilà, il y a toute une sorte plein de réponses différentes possibles pour un même problème. Vous devez prévoir des questions de contrôle qui vont vous permettre de voir que vous adressez vraiment aux personnes qui risquent d'utiliser votre solution. Donc par exemple, vous êtes un plombier qui fait ce genre de questionnaire sur les machines à laver. La question de contrôle, ça va être quelques questions pour vérifier que la personne est bien le genre de personne qui va faire appel à un professionnel pour réparer des choses qui ne fonctionnent plus chez elle. Donc une fois qu'on a validé qu'on est en train de parler aux bonnes personnes, on va pouvoir commencer à dérouler le questionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que pour résoudre un même problème, il existe énormément de solutions et la personne, elle a fait un cheminement pour choisir une solution. Elle a toujours une solution en général, c'est très rare qu'il y ait un problème sans solution. Ce qu'on va chercher, c'est en quoi les solutions actuelles sont peut-être pas les meilleures, sont dépassables, et comment la personne a fait pour les choisir. Donc on va lui demander, voilà, quelle solution elle a choisie, quelle solution elle a essayé, qu'est-ce qu'elle a essayé, qu'est-ce qu'elle a envisagé, et surtout pourquoi elle a retenu certaines solutions et pourquoi elle en a écarté d'autres. Et une fois qu'on a les critères, on pose bien les questions pour lui dire, ok, tu as choisi ça parce que c'était moins cher, mais moins cher par rapport à quoi? Moins cher, c'est à partir de quel montant? On fait bien préciser toutes les réponses. On ne se contente pas de c'est plus rouge, c'est plus rapide. On fait préciser. Plus rapide comment? Comment tu sais qu'une voiture est suffisamment rapide, par exemple? Une fois qu'on a les critères de choix, on a quand même pas mal de bonnes informations qui vont nous permettre d'améliorer notre produit et notre solution. On va demander aussi à la personne qu'on interroge, voilà, comment elle s'est renseignée, où est-ce qu'elle a pris ses informations, où est-ce qu'elle a recherché des solutions, à qui elle a demandé conseil. Et puis surtout, on va lui demander quelle partie de son problème n'ont pas trouvé de solution satisfaisante, lesquelles. Ça, c'est très intéressant de tomber sur des choses non encore résolues, surtout si vous pouvez apporter la bonne réponse. Après cette série de questions, vous aurez une idée très très claire de la manière dont la personne fonctionne à l'heure actuelle pour régler ce problème.
Ensuite, c'est pas parce que vous arrivez avec une nouvelle solution que la personne va se jeter sur votre solution, même si elle est meilleure. Il va falloir prévoir toute une série de questions pour valider les conditions du changement, les conditions pour lesquelles la personne risque de changer de solution pour passer à la vôtre. Identifier tous les freins en fait. L'idée c'est de lui demander voilà, comment elle envisage le changement de solution, de bien vérifier qui prendra la décision de changer, et puis aussi de lui poser toute une série pour vérifier l'impact que le changement aurait sur sa vie, sur ses habitudes et ainsi de suite. Une fois qu'on commence à bien comprendre comment fonctionne la personne, vous pouvez sortir votre maquette, votre prototype ou votre présentation de solution. Vous n'êtes pas obligé de présenter que votre solution, c'est même recommandé de présenter des solutions alternatives ou plusieurs scénarios, voire même des solutions offertes par les concurrents aussi, de manière à avoir tout un panel de réactions. À ce stade-là, il est intéressant, une fois que vous êtes en train de le présenter, ou de laisser la personne interagir avec le prototype, de poser quelques questions ouvertes pour voir si elle a pensé à des usages de votre solution auxquels vous n'avez pas pensé. Donc là, quelques bonnes questions ouvertes peuvent être très utiles. Vous lui demandez de comparer les différentes solutions que vous êtes en train de présenter, en termes d'avantages, d'inconvénients. Et vous lui demandez très concrètement, maintenant qu'elle a la solution bien détaillée, qu'est-ce qu'elle devrait changer, elle, chez elle, pour pouvoir adopter cette solution. Donc encore une question sur les freins, mais à partir du prototype. À partir de là, je pense que vous commencez à avoir une idée assez précise et vous avez amassé pas mal d'informations qui sont très actionnables pour améliorer votre produit ou votre solution. Enfin, au moment de conclure l'enquête, déjà vous allez remercier la personne et ainsi de suite, mais vous n'allez pas juste vous contenter de revenir avec un questionnaire rempli. Vous allez lui poser toute une série de questions complémentaires. À quelles conditions elle serait prête à collaborer ou à faire affaire avec vous? Lui demander si elle veut être mise sur votre mailing list ou recevoir encore des informations. Lui demander s'il y a des informations qu'elle aurait aimé avoir mais qu'elle n'a pas eu au cours de cet entretien. Lui demander aussi si elle peut vous adresser, vous donner des conseils à qui vous pourriez parler. Est-ce qu'elle peut vous faire des introductions? Qui vous pourriez rencontrer aussi, voilà. Essayez d'obtenir quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus loin et d'approfondir encore la question. En général, après avoir répondu à un questionnaire, les gens sont ravis d'aider hein, ou de vous adresser à d'autres personnes. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les techniques d'enquête? Je dirais qu'il faut bien veiller à ce que l'échantillon soit homogène. Il ne faut pas vouloir faire dans la quantité, mais vraiment viser la qualité. Donc un petit nombre de personnes, mais avec des questionnaires où on a vraiment pris le temps de les administrer. Et surtout, et là je le redis encore une fois, quand on fait ce type de questionnaire, c'est vraiment le moment d'écouter et non pas de convaincre que sa solution est la meilleure. J'espère que voilà, ma présentation des techniques d'enquête qualitative vous a été utile et surtout qu'elles permettront à vos entrepreneurs d'éviter quelques-unes des erreurs qui sont très, voire trop souvent faites quand on fait des enquêtes qualitatives. Nous allons voir maintenant la méthode Lean Startup et l'effectuation. Donc ce sont deux choses assez différentes. La méthode Lean Startup, c'est une méthode de création d'entreprise donc qui est issue des méthodes agiles, qui est la méthode à l'heure actuelle la plus utilisée dans l'écosystème et on pourrait presque dire que c'est quasiment la seule. Donc c'est une méthode qui règne en maître depuis quelques années. L'effectuation, c'est plutôt un courant de recherche universitaire donc, qui a débuté au tournant des années 2000 et qui s'est développé de plus en plus, qui est plutôt l'étude de la manière dont fonctionnent et procèdent les entrepreneurs dans la vraie vie. Donc on a deux choses qui sont assez différentes mais assez complémentaires. Je pense qu'il est intéressant de connaître les deux et puis surtout d'arriver à les marier d'une manière ou d'une autre. Donc la méthode Lean Startup, c'est une méthode par itération rapide. On va bâtir assez rapidement
un prototype qu'on va pouvoir le plus rapidement possible confronter au retour des clients, ce qui va permettre d'apprendre des choses qui vont permettre de refaire, de rebâtir et d'améliorer le produit. Donc on bâtit, on mesure, on apprend et on a une boucle comme ça de rétroaction qu'on va pouvoir mener plusieurs fois. Ça s'utilise très bien avec le canevas de modèle économique qui va servir à poser toute une série d'hypothèses sur la manière dont doit fonctionner le projet ou le produit qu'on va aller ensuite vérifier sur le terrain par les techniques d'enquête qualitative. Donc avec la méthode Lean Startup, vous allez pouvoir utiliser les personas, le canevas de modèle économique, une bonne partie des outils qu'on a vus en fait, hein. Le but des premières itérations, ça va être de trouver une adéquation entre le problème et la solution. Donc on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'était un problème, comment on le définit, comment on interagit avec les prospects ou les personnes qu'on interroge pour trouver la bonne adéquation. On va chercher un produit qui est indispensable, donc là encore, basé sur un vrai problème, qui est viable, avec lequel on va pouvoir faire de l'argent et qui économiquement on va pouvoir produire et distribuer, et qui est faisable. Chaque fois qu'on fait une itération comme ça rapide, on appelle ça un pivot. Donc on dit que le projet a pivoté. Donc chaque modification comme ça du produit, de la solution, c'est un pivot. Et on y arrive en plusieurs pivots. Ce qu'on va chercher à avoir au bout du compte, c'est un produit viable minimum. Ce qu'on appelle en anglais, on va souvent le trouver sous sa forme anglaise de MVP, Minimum Viable Product, qui est le produit le plus simple possible qu'on va pouvoir distribuer et vendre. Et on continue comme ça, par itération, à améliorer, à raffiner le produit. À quoi on arrive ensuite? On arrive à avoir un produit qui est le bon, et on commence ensuite à accumuler des données sur la manière dont il se vend et il se distribue. Donc on va continuer exactement le même processus, mais là, au lieu de valider par l'apprentissage ce qu'on connaît du produit, du problème et de la solution, on va valider ce qu'on comprend du marché. D'accord? Donc, première phase d'adéquation du problème et de la solution, ici, et une seconde phase d'adéquation du marché au produit. Là, concrètement, à quoi ça ressemble? On commence à comprendre combien coûte un client à acquérir. On comprend, on amasse toutes les données qui vont permettre de passer à l'échelle et de changer d'échelle, de manière à avoir une entreprise qui croît et qui est en croissance. Donc là, ce qu'on va privilégier, c'est la croissance. Et ce qu'on va tester, c'est toutes les petites optimisations sur le rythme d'acquisition des clients. Donc là, voilà, on est en train de passer à la phase de montée en charge, notamment commerciale. Le problème avec le Lean Startup, car oui, il y a un problème, c'est que concrètement, dans les faits, la plupart des projets de l'écosystème l'utilisent, mais se plantent quand même. Donc dans l'écosystème des startups, suivant les études, on va trouver entre 75 à 95% d'échecs. Alors ce qu'on appelle échec, ça va varier avec les études, mais on peut réduire ça par on n'arrive pas à passer à l'échelle. Donc c'est une méthode qui est redoutable pour faire des prototypes, pour fabriquer assez rapidement des produits, mais qui n'apporte pas vraiment des solutions qui se concrétisent finalement dans la réalité pour bâtir une entreprise qui est vraiment pérenne. Il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, on est obligé de reconnaître que ça marche pas si bien que ça reste très compliqué. L'effectuation, ça c'est un courant universitaire, comme je l'ai dit, qui est porté entre autres par Sarah Sarasvati, et qui a l'avantage d'apporter quelques réponses
sur la manière dont fonctionnent vraiment les projets. Donc le premier est une méthode qui est dérivée des méthodes agiles, donc qui sont quand même des méthodes qui sont nées dans les grands groupes. Là, on va plutôt avoir une étude de la démarche de l'entrepreneur tel qu'il fonctionne dans la réalité. L'effectuation va poser quelques grands principes. Donc dans l'effectuation, on part de ce que l'on a, on engage dans l'aventure et on ne risque que ce qu'on est prêt à perdre. Il y a un principe de patchwork fou qu'on va voir, mais qui grosso modo consiste à dire qu'en interagissant avec des gens, on va obtenir de nouvelles idées, de nouvelles ressources qui vont faire évoluer le projet. Donc là, l'interaction et partir avec ce que l'on a, c'est une démarche qui est assez différente de Lean Startup. Lean Startup, on parle d'une idée de produit qu'on va confronter au client, et ensuite, au moment du changement d'échelle, on va partir chercher les partenaires ou ce qui va nous manquer. Ici, non, on part de ce qu'on a, on définit ce qu'on est prêt à perdre, et c'est en interagissant avec des gens et des parties prenantes qu'on va récolter de nouvelles ressources. Mettons qu'on se retrouve avec de l'eau et du citron, ben on va faire de la limonade. C'est le quatrième principe de l'effectuation. On fait avec ce qu'on a et ce qu'on trouve détermine le produit. Le pilote dans l'avion, c'est qu'il est très compliqué dans des environnements très incertains de pouvoir prévoir. On est obligé de faire avec l'incertitude. Donc on est obligé on peut pas se mettre complètement sur pilote automatique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit aux manettes et qui pilote l'entreprise dans ses recherches et ses évolutions. Donc l'effectuation, le premier principe, voilà, on part de ce qu'on a. Donc quand on travaille avec des entrepreneurs et qu'on veut adopter cette démarche, on va se poser la question qui je suis, qu'est-ce que je sais, quel est mon réseau, et en réfléchissant sur ce que possède déjà l'entrepreneur comme ressource, on s'aperçoit qu'il a beaucoup plus de choses qu'il imaginait lui-même au départ. Ça peut être en compétences, ça peut être en savoir-faire, ça peut être en attitude, ça peut être dans son carnet d'adresses, ça peut être en ressources qu'il a soit lui-même, soit sa famille, mais on va partir de ça. Ensuite, on va se poser la question de qu'est-ce que je suis prêt à perdre? C'est une question qui est très importante. Là, on est à la limite du développement personnel, mais ça permet de poser un peu les limites du projet. On va engager et mettre dans le projet que ce qu'on va être prêt dès le départ à perdre dans l'aventure. À partir de là, on va commencer à interagir avec un maximum de personnes. On va parler, on va dire, là aussi, hein, c'est la technique d'enquête qualitative, mais au sens très large. On va interagir avec les gens et soit ils vont être intéressés, soit pas. Si les personnes sont suffisamment intéressées pour s'engager, c'est ça qu'on va chercher hein, dans l'effectuation, c'est des gens prêts à s'engager en amenant des ressources, et ben on va pouvoir continuer. Si on n'a personne, et ben on est dans une impasse, il faut continuer à interagir. Les personnes qui vont s'engager vont amener de nouvelles idées, de nouveaux moyens, peut-être des compétences, qui vont permettre d'aller plus loin. Donc c'est ce rassemblement qui compte beaucoup sur la sérendipité et le hasard aussi, hein, de ce qu'on va trouver en chemin, qui va permettre de retravailler le produit, de l'améliorer et d'avancer. Donc là, on a un nouveau moyen, peut-être un nouveau moyen de distribution, je sais pas, un nouveau contact, une nouvelle mine de clients, et ça augmente ce qu'on a. Donc on part de ce qu'on a, mais on part d'un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on est prêt à perdre? Est-ce que les nouveaux moyens vont nous permettre d'interagir avec de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Et ça va modifier. Finalement, ce qu'on modifie, c'est le but. Ce qui fait qu'avec l'effectuation, quelque part, on va toujours arriver quelque part tant qu'on lâche pas le processus. Donc on a aussi un processus qui, comme le Lean Startup, est quelque part itératif. Ce qui est moins clair, c'est la destination, c'est où on va, qui est plus fluctuante et qui est très dépendant des parties prenantes qu'on va rencontrer, des moyens qu'ils vont pouvoir ajouter à l'aventure. Donc l'environnement change, amène de nouvelles contraintes, qu'est-ce que je peux faire, amène de nouveaux moyens, qu'est-ce que je fais avec, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance, et qu'on fait une limonade meilleure, qu'on fait une limonade produite en plus grande quantité, et ainsi de suite.
L'effectuation n'est pas complètement antinomique du Lean Startup. Il y a vraiment moyen, en étant créatif, d'utiliser les deux. Et on mettrait par exemple le Lean Startup et la démarche de prototypage de produits à partir du moment où on a déjà des parties prenantes qui vont permettre de le distribuer, de bien comprendre ce que pourrait être ce produit. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'effectuation? C'est qu'il s'agit plus d'une modélisation de l'aventure entrepreneuriale telle qu'elle est qu'une méthode. Il faut, avec l'effectuation, accepter que le projet puisse diverger fortement du projet et de l'idée initiale. Et on va retenir que c'est quand même validé par des travaux universitaires. Sur tous les outils qu'on a vus en général, maintenant, on a vu qu'ils sont assez divers. Il y a beaucoup d'outils, il y en a beaucoup plus que tout ce qu'on a vu, évidemment. L'idée, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser absolument tous les outils pour tout le monde. Il faut vraiment le faire au compte-gouttes et à bon escient. Les entrepreneurs ont besoin d'avancer sur leur projet. Ils ont besoin d'échanges et de dialogue, à la limite, beaucoup plus que d'outils. Que le meilleur outil, c'est quand même la comparaison avec les entreprises qui sont dans le même secteur. Parce que c'est l'histoire de ces entreprises qui va donner un peu à la fois l'état des bonnes pratiques et aussi les indicateurs. On va pouvoir comparer ses marges avec celles des concurrents, ses stratégies de marketing, ses coûts de marketing. Donc il y a beaucoup de données qui, quelque part, viennent d'un savoir-faire de métier, et connaître un peu le parcours et la croissance des entreprises concurrentes va être d'une grande aide. Et surtout, moi, je vous invite à composer votre propre caisse à outils de la taille sur mesure, parce qu'on n'a pas tous les mêmes entrepreneurs, on n'est pas tous dans les mêmes pays, dans les mêmes contextes, on n'est même pas tous sur les mêmes types de projets, et il est quand même assez utile d'aller chercher les outils qui vont être les plus adaptés à votre cas, à vous. Pour creuser toutes ces questions, voilà les principaux ouvrages qui ont été utilisés. Donc, Business Model Nouvelle Génération de Alexander Osterwalder et Yves Poigneur. Donc là, vous allez trouver énormément d'informations sur les modèles économiques, sur le canevas de modèles économiques, hein, cet outil vient de là. On a aussi beaucoup utilisé Stratégie Océan Bleu de Mauborgne et Kim. Donc un ouvrage qui va vous faire phosphorer les neurones, qui est assez intéressant, avec beaucoup plus d'outils que les quelques-uns que nous avons vus. Je vous le recommande vivement. On a utilisé aussi un tout petit peu le Personal MBA de Josh Kaufman. Alors ça, c'est un ouvrage qui est très intéressant à lire, puisque vous avez des fiches sur à peu près tous les sujets liés au management et au développement et à la gestion de boîtes et d'entreprises, sous forme de petites fiches qui résument pratiquement tous les concepts dont vous pouvez avoir besoin. Donc un ouvrage assez intéressant. Évidemment, Lean Startup, pour la méthode Lean Startup. Alors, Lean Startup, c'est bien plus détaillé que tout ce qu'on a pu voir ici, hein, évidemment. L'ouvrage, même s'appelle Lean Startup, est en français. Hein. Et enfin, je recommande Effectual Entrepreneurship de Reed, Sarasvati, Dew, Walibank et Olson. Alors, à ma connaissance, cet ouvrage-là n'est pas encore traduit en français. Vous trouverez d'autres ouvrages sur l'effectuation, qui sont des ouvrages de vulgarisation en français. Pour aller plus loin, vous avez toute une bibliothèque d'études de cas, et là c'est en anglais, mais bon, c'est pas forcément l'anglais compliqué, sur le site de Blue Ocean Strategy. Vous allez dans la rubrique Teaching Materials, et ça vous donnera pas mal de matières, de cas et d'éléments de comparaison. Merci pour votre attention et bonne chance dans vos futur développement d'incubateurs, d'associations et d'organismes d'aide à la création d'entreprises.